Bonjour, bienvenue dans ce deuxième débat sur le Care Manager. Le premier débat portait notamment sur la définition, les périmètres et les différentes façons de voir le sujet au niveau assez théorique. Nous allons descendre dans le concret ce soir. On va parler des modèles économiques en deuxième partie, donc restez jusqu'à la fin, des actions qui sont incluses dans le Care Manager et également on va parler de la cible, qui on cible vraiment, que les seniors ou pas que les seniors, les aidants ou les aidés. Et on va parler également, si je n'oublie pas, de la formation, si j'ai bien tout noté. Ceci avec mes invités. Tout d'abord, Marilyn El Ouassi, qui dirige un SAD, Maison et compagnie. Emmanuel Rivoire, qui est consultante sociale en gérontologie. Véronique Chérier, qui est la directrice de TASDA. Donc, Olivier Leral, qui est le fondateur d'Alphagir, et enfin Olivier Thomas, qui est le fondateur d'Emillicare. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bonjour. On va commencer par une définition, Care Manager, sans passer trop de temps, parce qu'on a déjà fait ça au premier débat. Qui veut donner la définition? Olivier de Paris? Allez, Olivier de Paris, donc c'est moi. Oui. Euh, pour nous, un care manager, c'est un coordinateur qui va permettre de maintenir à domicile une personne en perte d'autonomie, que ce soit une personne qui soit âgée ou une personne qui a eu un accident de la vie et qui ne peut plus rentrer chez elle comme ça en claquant des doigts. Donc en fait, ça va être un ange gardien qui va créer avec l'aidant, quand il est là, un triptyque aidant, aider, care manager pour trouver des solutions et puis que ce soit gérer l'administratif, trouver des intervenants, quel que soit le besoin, pour pouvoir rentrer dans des bonnes conditions à la maison et se sentir bien. Donc c'est du spot, mais c'est également du suivi régulier pour suivre la pathologie quand il y a une pathologie, pour venir trouver un remplaçant quand il y a besoin de trouver un remplaçant sur l'aide qui était en place, et puis projeter le plan d'aide dans le temps. Voilà, pour nous, ça serait ça du care management. Qui a une définition un peu différente ou complémentaire? Euh, Moi, enfin, je rejoins beaucoup Olivier. Le care manager, je le vois plutôt moi en interne personnellement, mais c'est vrai qu'on est amené aussi sur des actions Interne à un SAD, précisons. interne à un SAD, oui. Mm. Mais après, on coordonne aussi avec des mandataires judiciaires, type tuteur, curateur, etc., où effectivement, ils ont des besoins bien spécifiques, ou des travailleurs sociaux des hôpitaux qui nous disent, voilà, on ne connaît pas bien le territoire, mais on doit faire sortir d'hospitalisation quelqu'un. Et donc, du coup, est-ce que vous pouvez coordonner avec l'IDEL, le kiné, etc., etc. Donc, et des fois, c'est les tuteurs qui viennent nous voir en disant, on a des besoins, est-ce que vous pourriez mettre en relation? Donc, le care manager, c'est à la fois effectivement du repérage, l'identification des besoins, de la mise en relation avec le réseau. Alors, ponctuel ou Oui, c'est ça. sur Au la fil de durée. l'eau, mais ça peut très bien aussi quelqu'un, une maman qui est plâtrée et qui nous dit je ne peux pas emmener mes enfants à l'école, est-ce que vous pourriez mettre un service d'accompagnement? On est aussi D'accord. sur du prendre soin, de l'accompagnement, de la coordination. D'accord. Emmanuel, Ouais. même vision du care manager ou J'ajouterais un accompagnement social global. Quand on parle de globalité, c'est bien sûr la personne, mais dans son habitat, dans ses interactions, dans ses émotions auprès de sa famille. Et D'accord. effectivement, c'est pas que du ponctuel, parce qu'à un D'accord. moment, une sortie d'hospice, alors moi, j'ai été un responsable d'un service social hospitalier, donc j'ai du mal à entendre que le service social de l'hôpital ne fasse pas cette coordination. C'est son rôle. Il devrait, il pourrait, il peut pas. Bon, mais c'est son rôle à la base. Donc cet accompagnement social dans la globalité, il y a bien sûr un temps de sortie d'hospice, il y a un temps de soutien au domicile et l'évolution du patient, de la personne, fait qu'à un moment, les besoins vont évoluer. Et c'est là où le care management ou l'assistante sociale, ou etc., doit intervenir pas à pas selon les besoins. Et dans cette écoute-là, et bien sûr dans un partenariat. Donc la connaissance du territoire, là, est indispensable, oui. Olivier Thomas, Olivier, même Euh, vision ou je vais pas inventer le fil à couper le beurre. Je pense que mes collègues ont tout à fait raison dans ce qu'ils disent. Moi, je vais juste appuyer sur un mot. Un care manager, c'est quelqu'un qui fait un acte de suppléance. Les gens viennent à nous parce qu'ils sont perdus dans l'immensité de l'administration française. Ils savent pas à qui s'adresser, ils savent pas comment le faire, ils savent pas où aller et qui n'ont surtout pas le temps de s'en occuper et ils se retrouvent confrontés à une problématique. Je ne vais pas abandonner
la personne qui est dépendante. Donc, il faut que je trouve quelqu'un qui me remplace. Donc, c'est l'acte de suppléance. Et cet acte, ça peut être du one-shot, mais s'inscrit sur la durée, sur un accompagnement, parce que la vision du care manager ne doit pas être simplement une vision de trouver un SAD, de trouver un SIAD, mais c'est de trouver tous les éléments qui vont permettre à cette personne de vivre confortablement chez elle ou dans une résidence-service. Donc, c'est vraiment un acte sur du long terme. Si tu peux, une autre question pour toi. Le profil, pour toi, tu recrutes qui comme care manager? Le profil de la personne. Alors, il n'y a pas de diplôme déjà de care manager, donc ça limite. Quels sont les profils que l'on a? On a des personnes qui travaillent dans des clics, qui veulent sortir du système ou que le système ne garde pas, malheureusement, parce qu'ils travaillent beaucoup en CDD. Des assistantes sociales, des infirmières en reconversion. J'ai un profil d'une personne qui travaille actuellement à l'ANA, qui s'occupe à la direction de l'ANA des projets. J'ai un autre profil d'une personne qui travaille au service juridique de la CPAM, mais ce sont toutes des personnes qui sont concernées par la problématique de la dépendance. Responsable, tout dépend, on reviendra certainement après, tout dépend de ce que l'on fait en tant que care manager. Responsable de secteur, d'équipe dans une SAD, je pense que le profil est un peu léger. Il y a d'autres demandes qui n'ont pas habitude à se traiter. Après, tout dépend de ce qu'on va faire. Bon, justement, avant, en fait, effectivement, j'ai inversé l'ordre. On va peut-être commencer par ce que fait le care manager. Véronique, tu interviens quand tu veux, en fait. Hein. Tiens, justement, alors je vais intervenir là, comme ça. Juste pour réagir, mais ça alimente la discussion. Donc, Olivier, tu viens de dire un acte de suppléance. Je mets la place 2. J'aurais envie de dire, on constate quand même sur le terrain que ce n'est pas si simple d'être care manager. Et donc, ça demande une certaine expertise, ou on va dire une compétence, parce que amener les gens à se questionner, amener les gens à prendre des décisions, amener les gens à bouger, j'ai envie de dire, dans leur rapport aux autres, dans leur rapport à leur vieillesse, ce n'est pas donné à tout le monde. Avoir une vraie vision de, finalement, l'efficacité des solutions qu'on peut trouver sur le terrain, ce n'est pas si simple non plus. Et moi, j'aurais envie de dire, il y a une compétence spécifique qui n'est pas chez tous les professionnels du médico-social. Je ne pense pas, et ça, c'est peut-être une discussion avec vous, et il y a une vraie plus-value. Emmanuel disait, vision, entre guillemets, 360, approche globale. Avoir quelqu'un qui a des visions à la fois du logement, du lien social, des soins, du médico-social, des services, des transports, c'est pas gagné quand même, quoi. Je suis entièrement d'accord. Je pense qu'une structure de care management ne peut pas être seule. On ne peut pas avoir un care manager, je pense, à mon avis, indépendant, qui va travailler sur son terrain, sur son champ d'action. Il faut qu'il soit accompagné par des professionnels, des ergothérapeutes, alors que ce soit en interne ou en externe, des assistantes sociales en interne ou en externe. Il faut qu'on se complète avec d'autres professionnels. Parce qu'effectivement, un care manager ne peut pas avoir toutes les solutions dans sa mallette, ce n'est pas possible, et ne peut pas comprendre toutes les problématiques. Peut les interpréter et après en discuter avec d'autres professionnels pour trouver les solutions. Alors, pardon, vas-y. Ouais. Oui, pour remettre le débat dans l'ordre, parce qu'en fait, là, je suis un peu trouvé dans mes questions. Est-ce qu'on peut donner un exemple type de mission d'un care manager? Peut-être commencer par là. Bon, mais vous allez me dire qu'il y en a plusieurs, mais est-ce qu'on peut donner, Alain, l'oral? Oui. Est-ce que vous pouvez donner une mission type de care manager? C'est un peu compliqué parce qu'il y a autant de missions type que de cas, en fait. Tu vas avoir des cas qui vont être très orientés social, et tu en as qui vont être beaucoup plus orientés médical. Donner un exemple que vous avez vécu, qu'on comprenne un petit peu. Je vais te donner un exemple vécu, on ne peut plus personnellement. Moi, je suis aidant également. Je me suis retrouvé un vendredi soir dans un hôpital de sous-préfecture avec ma mère qui monte dans la voiture et un mot du médecin disant qu'elle ne pouvait pas rentrer chez elle. Et donc, là, concrètement, alors à l'époque, on travaillait déjà sur AlphaGir, heureusement. Je commençais à avoir quelques réflexes. Mais tu te retrouves dans cette espèce de jungle où il y a plein de professionnels qui sont très compétents, mais tu sais pas qu'ils existent. Donc, pour moi, la première mission du care manager, c'est vis-à-vis de l'aidant de pouvoir orienter facilement et de débroussailler le terrain, tout bêtement. Et puis derrière, ça va être plus une fonction sociale
et ou médicale pour mettre en place tout le parcours. Parce que une fois que tu as débroussaillé, que tu as expliqué là où il faut aller, ou comment y aller en tout cas, il va falloir mettre en place. Et là, effectivement, je rejoins Véronique, il y a des aidants ou des aidés qui ne voudront pas qu'on le fasse. On ne peut pas obliger quelqu'un à avoir du care management ou à prendre un chemin qu'il n'a pas envie de prendre. C'est pas, enfin, moi, en tout cas, c'est pas la mission qu'on demande aux care managers. Ce qu'on leur demande, c'est de proposer des solutions, de montrer que quelque part, il y a une lumière. Après, les gens veulent y aller, on les aide. Les gens ne veulent pas y aller, soit on trouve autre chose, soit bêtement, écoutez, vous voulez pas, vous voulez pas. On n'est pas là pour forcer les gens. Est-ce qu'on peut continuer les cas d'usage? C'est intéressant. Donc Oui, là, c'est le cas d'usage. d'usage du retour d'hospice un peu dans l'urgence quand même. Hein. Bon, en Ouais. plus, le vendredi soir, la veille du week-end, compliqué. J'en mets un autre, mais je pense que vous le compléterez. Là, c'est intéressant. Cette fois-ci, on s'adresse à un aidant et un aidé. L'aidé n'a pas de plan d'aide et l'aidant commence à se questionner sur waouh, comment ça va être la suite? Ou je commence à Ouais. avoir peur en me disant, mais vis-à-vis de ma mère qui commence à être fragile, je ne sais pas quoi faire. Et donc, je me questionne et donc j'ai envie d'avoir en face de moi un interlocuteur qui va faire bouger. J'ai bien aimé d'ailleurs aidant et aider ensemble pour qu'on puisse trouver des solutions. Donc là, on n'est pas dans l'urgence, on est dans un processus qui va prendre plus de temps, mais il y a une vraie appétence à se dire, il faut que je commence à m'en occuper, quoi. Ouais, c'est vrai. Emmanuel, tu rencontres des situations où, parle-nous d'un exemple qu'on comprenne également ce que tu Tout à fais fait. tous les J'ai jours. 2 exemples récents. Le premier, une situation d'un fils de 60 ans qui accompagne sa maman au domicile, troubles cognitifs majeurs. Il cherche une place en maison de retraite. C'est un fils qui était comptable, tout à fait en capacité de gérer lui-même, en tout cas de comprendre le système, sauf qu'il, Parce qu'il était comptable? Non, je blague. entre autres, Ils savent tout faire, les comptables, je les adore. Bref. tellement. Dis-moi donc. Sauf que débordé par l'émotionnel. Donc, il vient vers moi et c'est là où je rebondirai simplement sur le lien du médical et du social, qui me paraît très souvent hyper important. Parce que chercher une place en maison de retraite, c'est pas simplement faire un dossier trajectoire quand c'est possible, le remplir sur Internet. C'est ce que j'ai fait dans un premier temps, bien sûr. On sélectionne avec le fils les établissements. Ça veut dire que pour sélectionner des établissements, il faut avoir les connaissances sur les conséquences de la pathologie de la personne. Pas la pathologie, mais j'appelle le médecin traitant pour comprendre comment vit madame, quelles sont ses conséquences de la pathologie. Ça m'est indispensable pour ensuite communiquer avec les EHPAD. Donc, je prends mon téléphone et j'appelle EHPAD après EHPAD pour expliquer la situation de la personne. Rassurer l'EHPAD, parce que concrètement, un EHPAD, il a besoin de savoir qui est la personne, mais il a besoin d'être payé. Donc, c'est aussi rassurer cet EHPAD. Donc, tout ce travail-là, c'est bien sûr de la relation d'aide. Donc, c'est évidemment de l'écoute, c'est du temps passé. Moi, je suis que sur des consultations sociales par téléphone. C'est du temps passé avec l'aidant pour lui permettre de comprendre tout ce système-là et de comprendre pourquoi ça prend du temps. Très rapidement, un deuxième exemple, quand on parlait de juridique tout à l'heure, des enfants d'une cinquantaine d'années avec une maman qui a 70 à peu près, des troubles bipolaires. Ils s'inquiètent de la suite, donc ils se posaient la question d'une protection juridique. Donc mon rôle là, sur un temps de consultation, a été d'expliquer les différentes possibilités et de voir selon eux de quoi ils ont besoin, eux, en tant qu'enfants, pour s'apercevoir au bout de la consultation qu'ils souhaitaient protéger leur mère à tout prix de dérives financières occasionnelles dans les crises, dans les moments aigus, mais que ça n'était pas possible. Oui. Donc, c'est aussi dire à un moment donné cette réalité-là. Ce que vous souhaitez pour votre maman, ça n'existe pas. Mais ils ont au moins cette parole rassurante d'un professionnel qui va convenir des choses avec eux. Si je peux juste rajouter quelque chose à ce que tu disais, Emmanuel, il y a aussi le cas de l'expression des droits du patient pour toutes les personnes qui se retrouvent hospitalisées ou en clinique, etc., et qui ne réussissent pas à récupérer les documents dont ils ont besoin pour l'étape d'après. Et ça, en soi, c'est des droits qu'on a tous autour de la table, mais qui sont rarement exprimés, qui sont rarement utilisés. Et juste, faire le facilitateur, passer les 2-3 coups de téléphone qui vont bien, ça permet souvent de débloquer des situations. Et c'est pas déplacer des montagnes, mais ça facilite la vie de beaucoup de monde, au final.
Moi, j'ai, Marilyn, comment un exemple que vous avez vécu dans votre SAD? j'en ai eu deux. Alors, j'ai eu un patient qui m'a été réorienté. Alors, nous, on parle de bénéficiaires dans les SAD, hein, mais j'ai quelqu'un qui sortait d'hôpital et j'ai un groupe que je nommerai pas, hein, qui fait de la coordination et qui appelle l'IDEL, une IDEL donc pour prendre en charge le patient, et puis qui dit, est-ce que vous connaîtriez pas un SAD? Donc, elle lui dit, si, je travaille très bien avec Maison et compagnie, je vous donne son numéro, etc. Donc, il m'appelle. Lui s'occupait entre autres de livrer aussi le matériel médical à domicile. Et je lui demande, OK, bon, quels sont les besoins? Oh, bah, je ne sais pas, enfin, vous verrez avec la famille, mais pour l'aide à la toilette, je dis, OK, monsieur se mobilise. Ah oui, je crois qu'il va à la salle de bain sur sa chaise roulante, il se traîne, il appuie avec ses pieds, il y va. Je me rends au domicile et je lui dis, bah, écoutez, je ne vous promets rien, je vais regarder, avant de toute prise en charge, je vais au domicile, je fais une évaluation donc un peu multidimensionnelle et puis je regarde ce que je peux faire si ça relève mon champ de compétences, hein, dans le cadre des missions du SAD. Et donc, du coup, là, je m'aperçois que le monsieur a un double cancer, que celui qui me réoriente, donc qui est censé faire de la coordination, ne connaît pas du tout la situation du patient, qu'il est alité, qu'il est branché de partout et que là, ça relève de l'HAD. Donc là, je rappelle mon IDEL en disant, écoute, ça ne rentre pas du tout dans le cadre de nos missions. Il faut remettre de l'HAD, sauf que monsieur n'avait plus de médecin traitant. Donc là, comment je mets de l'HAD en place? Je ne peux pas non plus laisser les dents comme ça, qui est complètement désœuvrée, désemparée, et elle n'endort pas la nuit, elle fait tous les soins, etc. Donc c'est très compliqué. Et l'IDEL qui se retrouve là-dessus en plein mois d'août, seule. Donc là, du coup, on a dû faire des pieds et des mains pour que l'hôpital nous fasse une ordonnance pour mettre de l'HAD, etc. Donc là, et j'ai dû faire appel à mon SIAD pour qu'elle fasse de la pression aussi, parce que du coup, ils ont l'onglet santé et médical. Donc du coup, le SIAD de ma commune a appelé l'hôpital pour avoir l'ordonnance. Enfin voilà, ça a été le parcours du combattant. Et donc voilà, de quelqu'un qui veut faire de la coordination, mais du coup, qui n'a pas été au domicile du patient, ne sait pas que ça ne relève pas du SAD, et dit c'est bon, j'ai trouvé la solution, j'ai mis en place l'IDEL, le SAD, et c'est bon. Mais en fait, pas du tout, quoi. Donc ça, c'est première situation. Et puis moi, personnellement, j'ai été confrontée donc à la perte de dépendance subite de ma grand-mère au mois de mars. Donc dans le Calvados, donc je suis à 3 heures de route, hein. Et là, du coup, je me retrouve un vendredi soir avec ma grand-mère, effectivement, qui ne s'alimente plus. Et j'avais quelqu'un au domicile qui était pas du tout, qui était une dame de compagnie, mais que je ne savais même pas qu'elle avait pris, comme elle était autonome, elle fait ses choix, hein. Avec le Covid, je n'y avais pas été depuis un moment. Et puis, du coup, cette dame-là, du coup, il y avait un abus de faiblesse. Et puis, n'était pas du tout formée à identifier la perte et repérage des fragilités. Et donc là, du coup, dénutrie, diabétique en plus, ne s'alimentait pas, dormait dans son fauteuil depuis 10 jours à cause de tassements vertébraux. Et donc là, je me retrouve un vendredi soir avec cette situation-là. Donc très compliqué, je veux la faire hospitaliser, mais elle ne veut pas, il n'y a pas de protection du coup judiciaire, donc du coup je ne peux pas la contraindre non plus à être hospitalisée, donc j'appelle le médecin, il ne peut pas se déplacer avant le lundi, donc je reste tout le week-end chez ma grand-mère, et là le lundi, elle ne veut pas se faire hospitaliser non plus, ne refuse toutes les aides. Donc là, en plus, je suis du secteur, donc je lui dis, mamie, il faudrait une infirmière qui passe, voir un peu où on en est au niveau de l'insuline, etc. Mettre un lit médicalisé, refus complet. Du coup, elle me dit, non, je ne veux pas, etc., etc. Donc je repars, j'étais obligée de repartir le mardi. Et là, je chute dans la nuit. Donc je mets quand même une garde malade pour veiller. Chute dans la nuit, hospitalisation, et là, retour à domicile. Le SIAD ne peut pas intervenir les week-ends, refuse que je prenne une IDEL les week-ends pour compléter, parce que du coup, ça grève le budget. Donc, obligé de trouver des auxiliaires de vie indépendants, parce que l'ADMR ne pouvait pas prendre en charge les week-ends non plus. Et là, le SIAD me dit, écoutez, moi, si vous n'avez pas de situation de relais les soirées et les week-ends, on n'intervient pas non plus. Qu'est-ce que je fais avec mon aidé? Je réhospitalise, je place, voilà, je n'ai pas de solution et je suis à 300 km. Et là, je me dis, OK, comment je coordonne ça? Et j'ai mis 3 jours à régler la situation. 10 acteurs mis en place entre le kiné, le SAD, le SIAD, l'ADMR, des 3 contrats en emploi direct à côté. Et ça a été le parcours du combattant. Et pourtant, je suis du métier. Et donc là, j'ai été confrontée vraiment au problème de l'aidant parce que je ne suis pas du territoire. Donc, je connais un peu le fonctionnement. Pas de plan à pas parce qu'évidemment, elle n'en voulait pas. Et puis, elle n'était pas dans la dépendance, elle se débrouillait bien. Donc, voilà. Donc, peu de ressources, donc financièrement, ça a été compliqué. Il a fallu que je fasse appel au PAT, au CLIC là-bas. Donc, le plan d'APA en urgence, côté social, financier, côté médical, aide technique, les médicalisés, fourniture. Voilà, ça a été vraiment le branle-bas de combat. Et là, je me suis dit, OK, je vis vraiment ce que les aidants vivent, des fois avec 50 ans de plus que moi.
pas de téléphone, pas forcément d'internet pour trouver, se mobiliser, trouver tous les partenaires. Et là, vraiment, ça a été compliqué. Voilà 2 exemples concrets que je peux vivre au domicile. Si je réfléchissais, c'est-à-dire qu'en fait, si on regarde maintenant le profil idéal ou les profils idéaux d'un care manager, moi je vois déjà, c'est des gens d'expérience, il faut il faut de l'expérience. Est-ce que quelqu'un qui sort d'une école peut être care manager, et si oui, à quel niveau on prend? Parce que Emmanuel, toi, tu as quand même beaucoup d'années d'expérience sur le sujet. Pas On beaucoup, va on commencer à s'entend, mes hein. cheveux blancs? Voilà, j'étais en train de me dire, il faut pas mal le prendre, d'accord? Bon, bref, Pas du tout. voilà. Mais en fait, Ah, ça, en fait, l'expérience, elle est nécessaire. Pareil pour Marie-Hélène, il y a l'expérience. Il y a juste Moi, l'éloignement qui posait problème, mais sinon, il y a l'expérience. j'ai travaillé 20 ans comme assistante sociale et 10 ans comme responsable d'un service social hospitalier. Ce que je fais aujourd'hui, je ne me serais pas vu le faire il y a 15 ans. C'est pas possible. On rentre dans une intimité avec les personnes. Quand là, on accompagne, que ce soit à l'hôpital, en secteur, quand on en a le temps, on rentre dans une intimité. Les gens nous donnent leur confiance. Il y a ce qu'on peut nommer en thérapie, en psychologie, le transfert, et à mon sens, il existe aussi là dans cette relation d'aide. Il faut donc s'y préparer, travailler sur nous-mêmes, être potentiellement accompagné aussi, parce qu'on est quand même dans des milieux de grande souffrance quotidienne. Un petit peu comme les psychologues, c'est ça, tu veux dire? Oui, moi je pense, enfin voilà, on a tous nos choix, hein, mais il faut être en vigilance par rapport à ce qu'on reçoit comme émotion et à ce qu'on transmet. On croit quand on a 20 ans, 25 ans, moi quand je suis sortie de ma formation, de mon diplôme d'État de 3 ans avec des stages, hein, je me croyais presque d'aplomb et en capacité de recevoir. Non, ça n'a rien à voir. Après quelques années de travail, on se rend compte qu'on avance, on évolue, on n'écoute plus de la même manière et on ne répond plus de la même manière. Les étapes que chacun vit dans nos vies personnelles, les personnes qu'on accompagne, elles les vivent. Donc c'est ce que tu disais à un moment donné, Olivier, vous n'êtes pas prêt, c'est pas maintenant, mais vous avez une information et je suis à votre disposition quand il y aura un moment où ce sera possible. Je répète ce que je disais tout à l'heure, pouvoir prononcer aux personnes, vous imaginez, comme tu le disais Marilyn, trouver un médecin dans tel secteur, il n'y en a pas, c'est une réalité, donc vous n'en trouverez pas. Donc vous allez être obligé de garder votre médecin qui est à 30 minutes de voiture. Nommer cette réalité qui est cruelle, il faut effectivement de l'expérience pour ne pas le prendre pour nous quand les gens sont en colère. Donc non, on ne le fait pas quand on a 20 ou 25 ans. Et effectivement, juste pour terminer sur le profil, je suis issue du monde social, j'ai beaucoup travaillé avec le monde médical et encore aujourd'hui, et de manière assez fantastique là où j'intervenais en milieu hospitalier, hein, on a eu beaucoup de chance. On s'est dit très facilement, les soignants sont là pour guérir. Les travailleurs sociaux sont là pour accompagner. On a cette vraie différence-là, qui va être tout à fait complémentaire. Mais sur le terrain, on ne fait pas la même chose, on n'a pas la même manière de faire. Nous, travailleurs sociaux, on n'est pas là pour guérir ou pour aboutir à une résolution. On tente, on accompagne. Alors que le soignant, lui, veut guérir. C'est son fondement même, sa base même d'études et de formation. Donc effectivement, sur le terrain ensuite, le care manager, avec de l'expérience, et j'allais dire d'où qu'ils viennent, que ce soit du médical ou du social, s'il a cette expérience de formation et de terrain, les choses deviennent plus possibles qu'en sortie d'école. Olivier, Thomas, tu fais comment pour recruter? Tu regardes quel profil quand tu recrutes un care manager? Moi, je recrute des gens qui ont une base au niveau social ou au niveau médical. Mais ce que je vais revenir sur les cas écoles que vous avez donnés. Moi, je vais vous en donner un parce que depuis tout à l'heure, je vous entends parler de care management, mais essentiellement basé sur le côté, entre guillemets, médical, social et médical. Je vais prendre un exemple. Moi, j'ai une personne, j'avais un couple, je me suis occupé d'eux, c'était au mois de septembre. Ils ont une maison, la maison n'est plus du tout adaptée à la problématique de la dame. C'est-à-dire qu'il y a un étage, elle ne peut plus monter l'étage. Donc, ça veut dire que les chambres qui sont en haut,
elles ne se servent plus à rien. Et puis, c'était une grande maison. Monsieur, ben, il était aussi âgé, donc le jardin était trop grand. Donc, il a fallu leur faire comprendre qu'il y avait d'autres solutions, c'est-à-dire d'aller dans une autre maison qui sera plus adaptée à leur système de vie. On les a accompagnés. Alors, on leur a pas trouvé la maison, hein. On a essayé de trouver des agences avec lesquelles on a pu travailler. C'était pas notre rôle, mais on les a accompagnés aussi à trouver des pré-relais. C'est ça aussi le travail du care manager. C'est pas simplement le côté médical ou social, comme vous essayez de mettre en avant, c'est très bien, mais il y a toutes les missions qui sont à côté. C'est pour ça que chez nous, le care manager, c'est pas forcément quelqu'un qui vient du social, c'est pas quelqu'un qui vient forcément du médical. C'est ce que j'expliquais tout à l'heure. Le care manager, c'est un ensemble. C'est-à-dire qu'il y en a un qui va venir du social, qui a travaillé pendant 4-5 ans dans un clic, l'autre qui a été infirmière et qui fait une reconversion, et puis le troisième, il a peut-être un côté juridique. Et quand ils ont une problématique, ben, on les change tous. Tiens, moi, j'ai pas la connaissance, je vais aller voir ma collègue du bureau d'à côté et sur lequel je dis, ah, voilà, j'ai une problématique, comment je fais? Moi, j'aurais fait comme ça, toi qui es professionnel, qui vient plus de ce domaine, comment toi tu vas interagir? Et c'est plutôt comme ça qu'on fonctionne. Et je reviens juste sur un dernier point. On parle de care management. Là, on parle, et c'est la problématique, je trouve, en France, euh, de l'instant T. Parce qu'on est interpellé sur l'instant T. Enfin, nous, on essaye, et c'est pas facile, de travailler sur plutôt de la prévention et d'inciter les gens à être sensibilisés à la prévention et aux risques qu'ils peuvent avoir. On va prendre l'exemple, on a une responsable de SAD. Les gens nous appellent toujours, j'ai besoin d'une auxiliaire de vie pour ma maman, pour mon papa, et j'en ai besoin tout de suite. Et forcément, le SAD n'a peut-être pas toujours les ressources. Donc voilà, ça pose un problème. Les gens sont toujours sur l'instant T et le besoin, c'est tout de suite. Si on arrive à travailler sur de la prévoyance, sur de faire comprendre le risque et l'accompagnement de ce risque, je pense que le care manager a un meilleur positionnement pour pouvoir les accompagner sur la durée. Alors, je rejoins complètement, mais il ne faut pas non plus généraliser. Il y a des personnes qui vont avoir des besoins très spécifiques et d'autres des besoins globaux. Quand on fait une évaluation à domicile, la responsable de secteur, en fait, on a ce qu'on appelle le PI2A, les projets d'aide et d'accompagnement à domicile. Et là, on évalue aussi les risques professionnels, que ce soit pour l'aidant professionnel, donc le salarié, ou pour l'aider. Donc là, on est vraiment dans la prévention aussi. Et puis, on aborde des sujets qui sont un peu sensibles. Est-ce que vous avez une personne de confiance ? On n'est pas dans les directives anticipées comme dans les EHPAD, hein, mais est-ce que, voilà, si vous arrivez quelque chose, est-ce que vous avez désigné une personne de confiance? Donc aujourd'hui, on va encore plus loin dans les SAD, en fait, sur l'accompagnement, sur des problématiques. Est-ce que vous avez envisagé une mesure de protection juridique, etc., etc. Donc en fait, pour moi, le care manager, il peut avoir différents profils, mais effectivement, c'est un peu un couteau suisse qui est capable aussi de mobiliser d'autres acteurs. Tels que les ergothérapeutes. Aujourd'hui, j'ai vu il y a un outil qui est Domus Prévention. Oui. Je ne fais pas de pub et je n'ai pas de commission, mais que je trouve génial, qui nous permet aussi de faire une évaluation un petit peu préventive et puis effectivement, après, d'analyser ce qu'on peut mettre en place pour effectivement prévenir les risques et privilégier le maintien à domicile en toute sécurité pour tout le monde. Donc aujourd'hui, on a dans les SAD, en tout cas, une vision plutôt effectivement multidimension. Et qui a le volet social, financier, etc., etc. Et puis pareil, sur la maison, quand on voit que c'est trop grand, que les coûts sont trop importants, ils ne peuvent plus accéder à l'étage, on peut effectivement parler de monte-escalier. Je n'aimerais pas la société qui le défait, mais de rampe aussi extérieure. Donc voilà, on a quand même une vision très ergothérapie aussi et une vision large au domicile. Il ne faut pas oublier que les SAD et les SIAD sont souvent les premiers points en fait, d'appui. Enfin, c'est là où ils entrent en premier et c'est souvent nous en fait qui mettons en place toutes les aides et qui alertons. Alors effectivement, on ne peut pas maîtriser et être expert dans tous les domaines. Par contre, on va souvent chercher l'information, on va appeler les SIAD, les HAD. Moi, je sais que je suis souvent en communication avec mon SIAD en disant, voilà, j'ai cette problématique-là, comment tu ferais? Je n'ai pas de médecin traitant, est-ce que tu peux voir avec ton ergo pour peut-être une visite à domicile conjointe? Les assistantes sociales, pareil, parce que sinon, on ne peut pas trop rentrer dans les ressources non plus. Donc, c'est vrai que voilà, c'est un peu touchy sur certaines choses, mais qu'on arrive quand même à aller voir d'autres professionnels et qu'on a cette vision très large aussi.
Intéressant, c'est que Marine, juste rebondir sur Marine, après je passe la parole à Véronique. À vous écouter, en fait, dans votre structure, le care manager, c'est quelqu'un qui est à un niveau légèrement plus élevé que le chef de secteur et inférieur au directeur. Moi, je ne l'ai pas. Enfin, personnellement, j'ai directeur, RS, responsable de secteur et une assistante administrative. Mais est-ce que le care manager, dans les SAD, ce ne sera pas un chef de secteur qui aura été formé? Ce sera pas possible. Je suis en train de... Ouais. C'est une des questions que j'ai aussi sur le care management, une discussion qu'on a avec notre conseil départemental. Déjà, c'est du temps la coordination qui n'est pas du tout financée. On va en parler après, oui. Pour les SAD. Et du coup, effectivement, le métier, on en avait parlé aussi avec la plateforme départementale du 78, des services à la personne. Quel est le profil type du care manager? Et elle le voyait plus, la directrice en tout cas, comme les auxiliaires de vie qui détectent. Et c'est vrai que les remontées terrain, ça vient souvent des auxiliaires de vie. Après, niveau organisation, ils n'ont pas forcément ils n'ont pas forcément le... Voilà, mais c'est des visions complètement différentes. On parle de limites, de care management. Après, effectivement, c'est à voir. Véronique? Non, ça pose juste la question, c'est tout à fait intéressant, les profils qu'il y a autour de la table en ce moment, et finalement, on voit bien, il y a la tendance, comment dirais-je, la possibilité que le care manager soit au sein du SAD ou du service autonomie tel que la loi de demain va le définir, SAD et SIAD. Emmanuel, tu as dit tout à l'heure, les assistantes sociales de l'hôpital, elles devraient faire plus qu'elles ne font aujourd'hui. Quand on rencontre les services autonomie du département, ceux qui font les évaluations des besoins à domicile, ils rêveraient de faire du care manager, ils rêveraient de faire ça, de faire de l'accompagnement et pas seulement de l'évaluation des besoins. Quand on regarde les expérimentations DRAD, dispositifs renforcés d'aide à domicile, c'est une infirmière qui est issue de l'EHPAD, ou l'EHPAD hors les murs, et donc là, c'est l'infirmière de l'EHPAD qui va faire la coordination au domicile. On voit avec les structures des deux Olivier, des structures qui se créent par ailleurs, plutôt de profil privé, et en fait, tout ça, que ce soit au sein de l'acteur public, chez un acteur privé, au sein de la filière médico-sociale stricte type SAD, SPASAD de demain, en fait, les choses ne sont pas très mûres et pas très abouties en ce moment. Je pense que c'est très ouvert et à mon avis, ce n'est pas forcément antinomique. Ça va dépendre encore une fois des périmètres. C'est-à-dire que quand ça relève du SAD, on est vraiment dans le cadre d'un plan d'aide, peut-être avec des problématiques de maintien à domicile qui sont sur un périmètre donné. Et peut-être qu'Emmanuel ou Olivier vont apporter un complément quand il s'agit de déménager ou quand il s'agit d'avoir un accompagnement de l'aidant. Et toute la question qu'on va se poser, ça va être, je pense, les graduations quelque part, les types de périmètres qui vont être mobilisés, probablement pas avec les mêmes acteurs. Tout à fait. Et en tout cas, moi, je ne vois pas du tout de concurrence entre ce que l'on peut faire de notre côté et les SAD ou les SIAD. En fait, c'est des gens avec qui on travaille. Et heureusement, parce qu'ils ont une connaissance terrain qu'on essaie d'avoir, évidemment. On a nos propres réseaux. Mais en face de nous, on a des gens qui ont des problèmes. Et ils font aussi un niveau de coordination. Ils font aussi un niveau de coordination. Bien sûr. C'est-à-dire qu'ils résolvent certains problèmes et ils résolvent une partie du problème. Voilà, tout à fait. Ça. La question que je se poser, c'est est-ce que, alors semble un peu direct, est-ce que le care manager qui est dans un SAD est vraiment objectif? Marie-Line. Voilà. Ou est-ce qu'il ne faut pas, il est son cloche. Je suis un care manager totalement indépendant, je préconise Aujourd'hui, clairement, c'est du bénévolat. Quand je coordonne, quand j'appelle mon IDEL pour mettre en place, c'est du bénévolat. Quand je transmets le dossier APA pour gagner du temps, parce que le temps qu'en fait, il y a une complétude du dossier au niveau du département, du coup, on essaye aussi de collecter les informations, de voir un peu où sont les documents. Comme ça, on facilite un peu le travail de la conseillère en économie sociale et familiale quand elle viendra au domicile. Aujourd'hui, tout ça, c'est bénévole. Je ne peux pas le facturer. Donc, et d'autres SAD comme moi, par exemple, ont créé des structures annexes aux activités connexes et facturent ça. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, je me sens mal de facturer, par exemple, un dossier APA que j'aiderais remplir, d'une part parce que je rentre dans les ressources et là, moi, j'ai vraiment cette limite où je me dis, je n'ai pas à rentrer dans ce truc-là, et de deux, parce que les assistantes sociales du CLIC le font gratuitement. Donc, du coup, je me dis, OK, mais travaillons ensemble sur une offre où on vient vraiment en complémentarité. Moi, je ne fais pas du changement d'une baignoire en douche à l'italienne. Par contre, on peut effectivement travailler ensemble pour faire de l'aménagement du logement. Je vois bien qu'il y a une problématique d'accès à la douche.
Dans ces cas-là, travaillons ensemble. Mais c'est vrai que voilà, c'est les limites du SAD, c'est qu'aujourd'hui, je ne peux pas le facturer, ce n'est pas réglementé et qu'aujourd'hui, tu le fais bénévolement. Donc, je le fais parce que j'ai vraiment l'humain au cœur de la prise en charge et que voilà, ça va bénéficier à tout le monde. Et puis, ça va dans les deux sens. Quand je recommande quelqu'un, après, des fois, ils ont une problématique, j'ai besoin d'aide au repas, ils envoient chez moi. Donc, mais non, je ne pense pas que c'est être jugé partie, mais parce que je ne le facture pas. Donc, de toute façon, je suis complètement à l'aise dessus. Troisième partie, modèle économique. Véronique, non? Tu veux Formidable, si, introduire? si. Alors, modèle économique, mon sujet préféré, hein, le plus compliqué, bien sûr. Il y a eu une amorce quand même. Hein. La CNAV, dans le cadre des nouveaux plans Oscar, je veux dire 5-6, hein, tout à fait, va financer un forfait dit de coordination, 150 € par an et par bénéficiaire. Alors quand même, on est sur des petites problématiques pas très lourdes, mais on voit bien que la CNAV, elle pousse. Si je prends l'exemple en Rhône-Alpes, aujourd'hui, ça concerne à peu près 16% des situations. Juste pour dire que la coordination, ce n'est pas pour tout le monde. Évidemment, ça a un sens quand il y a plusieurs services, ce n'est pas qu'un seul, sinon on se coordonne tout seul, ce n'est pas très intéressant. Et on voit que le volume n'est pas si simple, mais voilà, c'est un premier pas. Moi, je verrais bien que demain, dans le cadre de l'APA, il y ait également un forfait de coordination. Je trouverais ça normal. Toute la question est de savoir quel est le périmètre de ce forfait. Donc, aujourd'hui, ça n'existe pas. C'est ce qu'on a en partie expérimenté en Isère, mais pour l'instant, c'est très spécifique. Mais admettons que demain, il y a un forfait comme pour la CNAV dans le cadre de l'APA. Probablement, il faut en définir le périmètre. Et du coup, il y a nécessité d'une complémentarité avec les offres de nous tous autour de la table, enfin de vous tous. Le département parlait de 3 € par heure, en fait, pour financer de la qualité. Donc, on pourrait peut-être mettre derrière de la coordination, mais après, bon, ce n'est pas encore validé. Hein. Olivier, Laurel, les familles sont prêtes à payer? Et combien? Alors, les familles, premièrement, certaines familles sont prêtes à payer, mais c'est clairement pas la majorité. On parle d'un niveau de retraite en France moyenne qui, en fonction des sources, est entre 1 300 et 1 500 €. Donc, s'il faut, comme certains care managers, facturer 300, 250 € par mois avec une retraite à 1 500 €, enfin, c'est clairement pas possible. Donc, aujourd'hui, il y a une espèce de barrière au care management privé qui est purement financière. Donc, nous, on essaie de trouver des solutions avec des acteurs publics et des secteurs privés pour casser cette barrière financière et que n'importe qui soit capable d'accéder à du care management, peut-être pas de premium, top niveau, etc., mais la base du care management, voilà, en préventif comme en curatif, parce qu'on parle beaucoup de curatif, là, de personnes qui sont dans l'urgence, la version pompier. Je rejoins ce que disait Olivier Thomas, c'est qu'il y a une vraie fonction au travers des mutuelles, au travers des entreprises, au travers de tout un tas de milieux où on peut faire du care management préventif pour, Emmanuel en parlait, je crois, tout à l'heure, une personne qui a une problématique, un proche qui vieillit, qui commence à avoir des symptômes d'Alzheimer ou de Parkinson ou quoi que ce soit, commencer à se projeter dans ce que ça va devenir. Et tout ça, c'est du temps, donc c'est de l'argent. Et ça devrait faire partie soit de politique sociale d'entreprise, soit de politique sociale, on va dire, d'acteurs médico-sociaux. Mais je vais encore plus loin. Oui. Je vais encore plus loin, Olivier. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi, je me considère déjà comme care manager dans le sens où on protège nos salariés. J'ai une moyenne d'âge à 42 ans. Je suis en train de me dire, dans 20 ans, c'est les futurs seniors, 20, 25 ans. Donc, aujourd'hui, la politique, on a en tant qu'employeur de grosses responsabilités RSE, surtout dans nos métiers, et les accompagner déjà dans la prévention. Effectivement, on est beaucoup à travailler a posteriori. On n'a pas le choix, on gère les urgences, hein, et puis une urgence en soit une autre. Mais effectivement, il faut qu'on arrive à travailler a priori sur les salariés aidants, sur nos salariés aussi, en disant protégez-vous des futuristes professionnels et de la perte d'autonomie aussi, parce qu'encore une fois, ils s'épuisent. Moi, je regarde aussi, j'ai des salariés qui sont aussi familles d'accueil, qui aident aussi un proche handicapé, qui sont venus dans ce secteur-là à cause de ça, ou grâce à ça, hein, parce qu'on a vraiment des profils avec des vraies vocations et des métiers passion. Mais du coup, je leur dis aussi des fois, attention à l'épuisement professionnel. Donc ça aussi, c'est notre rôle de manager, de directeur, de dire attention. Et je pense que ça, enfin, on agit sous différents prismes. Aidant, aider, les mutuelles, etc. On va tous dans le même sens, il y a du travail pour tout le monde, mais c'est vrai que ça commence déjà avec nos salariés en interne, je pense, et après avec les aidants, les aider aussi, parce qu'on voit aussi les épuisements des aidants. Tu as raison, parce que dans le premier débat, vous pouvez voir, en fait, si vous le regardez, en fait, on a parlé de cette branche, en fait, cet axe salarié aidant, et notamment avec Care at Work, qui est
société qui est créée par Silver Alliance, en fait, où ils vont aider les salariés aidants et le pionnier du sujet, un des pionniers qui est Prev and Care de Guillaume Staub. Olivier Thomas, je reviens au modèle économique. Qui paie Ouais. quoi et combien? Alors, nous, c'est très simple, on a deux offres. La première est basée sur j'écoute, j'analyse et je conseille, qui est du one-shot. Et après, on a l'acte de suppléance sur lequel on va accompagner l'aidant ou l'aidé avec un abonnement mensuel sur 12 mois. Alors, on n'est pas sur le modèle économique cité tout à l'heure avec à 200, 300, voire 430 euros, j'ai vu J'ai vu dernièrement. 500 euros, moi. J'ai entendu 500 euros Voilà, par au mois. salon. Effectivement, là, 500 euros par mois, c'est pour des clients qui habitent l'Èche Cap Ferret ou Juan-les-Pins. C'est pas pour la population classique. Mais je pense qu'il faut être un peu plus raisonnable. Nous, on a basé notre modèle économique un peu différemment et on a un rêve secret. Voilà, ça restera entre nous. C'est qu'on le fasse gratuitement. Pourquoi? Parce que notre modèle économique, il est basé effectivement, pour l'instant, on a ces deux solutions que l'on propose aux clients, mais derrière, on se fait rémunérer par les partenaires, comme des apporteurs d'affaires. D'accord, ok, là, d'accord. Et En le fait, par modèle exemple, économique, il est basé là-dessus. Et on va un petit peu plus loin on a poussé dans le modèle économique. Comme on n'appartient à personne, on n'est pas issu d'une grande enseigne autre, donc on peut travailler avec tout le monde. Et en fonction des secteurs d'activité, c'est la même rémunération à chaque fois. Voilà. Si je d'accord. propose une auxiliaire de vie, je suis capable d'aller taper à la porte d'OxyLife, de Général de Service ou même d'un partenaire qui est un peu plus local. Mais la rémunération que je vais avoir par rapport au dossier que je vais lui apporter, ça sera la même chez les trois enseignes. Tu as la même vision que Guillaume Staub avec Prevencare. En fait, il fait des commissions identiques par secteur. En fait, tous ceux qui sont dans Voilà, tout l'aménagement à de la fait. salle de bain, Donc, il y a la même commission. voilà, pour pas être incité à dire maintenant je vais C'est passer par ça. un tel qui paye un peu plus. Donc le modèle économique, il est basé effectivement sur un coût moindre pour le particulier et un coût un peu plus sur lequel on va gagner par rapport à porteur d'affaires. C'est aussi D'accord. pour ça que nous, on essaye et on travaille dessus, c'est surtout sur la prévention pour dire demain aux mutuelles, aux caisses de retraite, aux banques, à tous ces organismes, de dire n'attendez pas le dernier moment. Je reprends par rapport à Marilyn tout à l'heure ce que vous avez dit. Je suis d'accord, mais quand vous faites votre care management, vous le faites parce que vous avez une demande issue du conseil départemental sur un dossier à pas. Et vous allez très bien accompagner votre bénéficiaire. Nous, on essaye d'être vraiment en amont et de sensibiliser les partenaires comme les mutuelles et autres. On va dire, voilà, n'attendez pas le dernier moment pour trouver des solutions. Mettez en avant des solutions efficaces pour pouvoir accompagner les personnes sur le moyen long terme. Emmanuel, modèle économique. Marilyn, vous voulez réagir? Ouais, non, ouais, juste c'est que en fait, j'ai 20% de confort et 80% de dépendance, mais je peux aussi avoir, voilà, j'ai pas forcément que de l'APA, j'ai aussi de la PCA, j'ai aussi des enfants malades, j'ai des enfants aussi que des fois que je récupère des IME où des parents n'ont pas de situation de répit les week-ends ou de situation pendant les vacances. Donc du coup, c'est très varié. J'ai pas forcément de plan d'aide, mais des fois, on vient me voir un peu comme les pharmacies, un peu pour tout et n'importe quoi. Est-ce que vous connaissez pas un plombier, etc. Donc en fait, c'est pas forcément un prescripteur qui m'envoie voilà, une demande. J'ai pas que de l'APA en fait. Hein. Non, mais c'est le couteau suisse dont tu parlais tout à l'heure. En fait, c'est réellement ça. C'est qu'il y a un moment, on ne peut pas être bon partout, mais il faut avoir une connaissance, on va dire, moyenne sur l'ensemble. Emmanuel, comment ça se passe? Qui paye quoi chez toi? Je suis presque bénévole. Parce que quand on parle du modèle économique, alors moi aussi j'ai deux offres. Une qui s'appelle Conseil Orientation, 40 minutes par téléphone, 89 €. En gros, une question et une orientation. Et les gens font eux-mêmes. Une deuxième, 319 €, qui s'appelle Accompagnement, où là, c'est ce que je vous décrivais tout à l'heure, c'est de l'accompagnement social global. Mais one shot, sur one shot, pas one shot. 45 jours. À 45 Je jours. reste présente 45 jours et je n'ai pas pour l'instant, et c'est pour ça que je vous dis que je suis bénévole, je n'ai pas pour l'instant limité sur un nombre d'heures.
Donc, il y a des situations où je vais intervenir et être interpellée et faire donc tout le travail de coordination. 5 heures, 6 heures, c'est quand même le minimum. La majorité des situations, quand on vient vers moi, c'est des situations complexes. Donc, c'est 10 heures, 15 heures, 20 heures de boulot. Donc, certes, c'est 319 €, mais c'est 15 heures ou 20 heures de boulot. Donc, ça s'explique aussi auprès des personnes. Détail, moi, j'essaye, je n'y arrive pas encore, d'être en lien avec les mutuelles, parce que en plus, étant assistante sociale diplômée d'État, on est reconnu par l'ARS comme professionnel de santé. Donc, potentiellement, il pourrait y avoir une prise en charge par les mutuelles, comme la psychologue ou l'ostéo. Donc ça, c'est vraiment pour moi l'étape de demain. Et dernier point, si je peux me permettre encore, quand on parle de modèle économique, c'est que si aujourd'hui on existe, c'est que dans les territoires, en tout cas chez nous et dans d'autres départements, le chez nous étant l'Isère, le département a fait le choix depuis plusieurs années de ne plus confier cette mission-là d'accompagnement social aux référents dits sociaux APA. Donc oui, Véronique le disait, les référents sociaux mettent en place des plans d'aide, regrettent infiniment parce qu'effectivement, ce sont, comme on les nommait, soit des travailleurs sociaux, soit des médicaux, ils regrettent profondément de ne plus pouvoir faire d'accompagnement social. Ce que ça veut dire dans le concret, c'est qu'on met en place un plan d'aide. Et moi, quand je leur communique, par exemple, l'idée d'un moment, d'un dossier maison de retraite, je veux communiquer les codes du trajectoire pour la maison de retraite, le référent social APA du département va me dire « je ne peux pas les prendre, je ne fais pas l'accompagnement social ». Donc, ça scinde les choses. Ça veut dire qu'à un moment, ça se faisait. Les travailleurs sociaux, qui étaient à ce moment-là pratiquement uniquement que des travailleurs sociaux, faisaient l'accompagnement social global. Les financements font que. Ça veut dire que ça se déporte aussi sur les communes. Il y a des CCAS qui font le choix, alors historiquement, depuis la vie entière sur Grenoble, et heureusement, il y a un CCAS avec un service social spécialisé géronto. Des collègues assistantes sociales, des collègues secrétaires médico-sociales, qui sont d'une efficacité redoutable. C'est elles, pour moi, les care managers. Parce qu'effectivement, elles connaissent le terrain, elles connaissent les partenaires. Et pour moi, quand Olivier Thomas, tu reprenais en parlant des partenaires, c'est une évidence. Je pense que de base, moi, certes, je suis seule dans mon entreprise, mais je ne travaille jamais seule. Ça n'est pas possible. On nous apprend ça depuis le début d'une formation. On est à côté d'une personne avec l'entourage. Donc, pour finir sur le financement, effectivement, c'est une problématique de financement public. Les départements se sont désengagés pour certains, d'autres, CCAS, reprennent la main sur ce périmètre. C'est très intéressant parce que ça veut dire que, enfin, je te rejoins totalement. Et quand on dit oui, il faut que ce soit gratuit, la gratuité n'existe pas, on est bien d'accord. Donc ça veut dire que si ça entre dans une politique publique, pourquoi l'acteur public, il irait le confier à un acteur extérieur plutôt que de le faire en interne? Je n'ai pas la réponse, mais en tout cas, je trouverais intéressant qu'on se pose vraiment la question et que tous les acteurs publics se repositionnent par rapport à ce besoin de coordination. Et ça repose la question de la frontière, hein. Je reste encore convaincue que l'acteur public ne fera pas tout et qu'il y aura des besoins complémentaires. Tout à l'heure, on a dit confort-dépendance. Alors bon, c'est toujours, voilà, c'est un exemple de frontière, hein, mais il y aura forcément, enfin je pense, des thèmes. Là, l'un d'entre vous a parlé du pré-relais pour le déménagement. Bon, voilà, jusqu'où on va dans l'accompagnement. Et il y a sûrement une vraie complémentarité. Par contre, moi, je re-questionne le département, je re-questionne avec l'acteur public. Qu'est-ce que vous voulez être demain et où sera le care manager ou quel sera le premier niveau de care manager et les niveaux complémentaires. Voilà, je pense que le schéma n'est pas abouti et je trouve intéressant qu'on incite les acteurs publics à se re-questionner là-dessus, vraiment. Laurent, oui, Olivier, pas Laurent. Oui, juste un élément pour compléter, parce que je suis tombé là-dessus la semaine dernière, donc j'ose en parler aujourd'hui. On voit aussi apparaître maintenant des solutions de care management 100% digitales. Et ça, moi, je trouve ça extrêmement dangereux. C'est-à-dire 100% digital, c'est des personnes au téléphone à distance ou Non, tu rentres ton dossier sur Internet, tu t'expliques quelle est sa situation, etc. Tu appuies sur un bouton et puis tu as un plan d'aide qui sort, que je ne commenterai pas. C'est limite, c'est une question de segmentation du marché. Certains vont vouloir commencer par ça. Il ne faut pas tout rejeter, je pense. Non, il ne faut pas rejeter. Si ça peut aider, pourquoi pas, mais il faut vraiment que ce soit un premier niveau de réponse. On parle quand même de situations qui sont sociales. Il ne faut pas, toi, que ça
dans d'autres domaines, tu as eu cette mouvance du machine learning, du tout digital, etc. Je pense que là, on parle quand même d'un domaine qui est profondément humain avec des personnes qui sont en souffrance et c'est pas en les mettant face à une machine qu'on va réussir à les résoudre. Ça paraît On est peut-être tous être une d'accord. évidence. C'est On est peut-être une tous évidence. d'accord. Non, après, tu vois, c'est souvent, enfin, c'est ce que je dis, c'est que, par exemple, les sociétés qui font de la coordination ou autre, souvent, bah, c'est pas du 24/24, du 7 jours sur 7, 7 sur 7. Et en fait, souvent, quand on a des problèmes de Ouais. retour à domicile, c'est la veille d'un jour férié, ça va être un vendredi soir et on n'a pas de réponse. Et c'est vrai que bah, des fois, on est 48 heures ou les aidants sont 48 heures. Voilà. Après, un portail de première entrée avec un premier niveau effectivement d'information ou d'orientation, ça peut être sympathique sur Internet. Ça peut pallier à une offre voilà, qui va, voilà, la mairie réouvre à lundi. Lundi, par exemple, l'espace retraité ouvre le lundi matin. Qu'est-ce que je fais pendant le week-end? Ça peut être un peu ça plutôt que le déplacement tout de suite aux urgences, tu vois. Mais effectivement, ça a ses limites. Enfin, moi, voilà, je vois pas de façon. Enfin, à distance, c'est très compliqué. Il y a des modèles, effectivement, qu'on n'aimera pas, mais qui fonctionnent comme ça aujourd'hui, complètement à distance. Je trouve ça très compliqué. Ouais. Après, ça peut répondre aussi à une demande de personnes, peut-être des dents, qui travaillent, qui n'ont pas le temps aussi de se déplacer, qui ça leur suffit, qui sont assez autonomes pour régler les problématiques. Donc, je pense il y en a pour tout le monde, il y a pour tous les modèles. Il faut choisir son segment et puis bah, voir un peu aussi avec son éthique, sa façon dont on aime travailler. Moi, je suis très dans l'humain, donc j'ai besoin de ce relationnel, d'aller voir sur le terrain, de travailler avec plein d'acteurs, de faire des réunions de concertation pour trouver des solutions avec d'autres partenaires. Des fois, on s'en autour de la table, j'ai l'assistante sociale, j'ai le tuteur, j'ai un membre de la famille, j'ai des fois des dents familiale aussi, je peux avoir mon auxiliaire de vie, et puis là, on essaie de trouver des solutions en commun. Mais voilà, après, chacun ses pratiques. Je pense qu'on est tous en train de chercher un modèle de fonctionnement de cette coordination pour que ce soit le plus efficient possible. La question que Olivier Leral, sur ton site, j'ai vu qu'en fait, tu as employé le terme de mutuelle, ou vous travaillez avec des mutuelles, ou vous commencez à travailler avec des mutuelles. Oui. La question que j'ai, c'est si je suis un dirigeant d'une mutuelle, quel est mon intérêt de financer le care manager? Alors, il y a deux intérêts principaux. Déjà, parce que tu as des mutuelles qui sont déjà engagées dans cette direction-là, donc qui cherchent des solutions. Toutes les mutuelles ne sont pas que là pour faire du profit. Enfin, par définition, une mutuelle ne fait pas, en théorie. Donc, il y a déjà des mutuelles qui sont dans cette dynamique et ça fait partie de leur mission. Et soit elles ont la capacité de le faire en interne, et tant mieux, soit elles externalisent, et auquel cas, elles vont travailler avec Olivier Thomas, avec moi, enfin, avec qui elles veulent. Il y a un deuxième levier, c'est que de plus en plus de mutuelles cherchent à réduire leurs frais médicaux, ou en tout cas des frais d'hospitalisation, et donc d'identifier le plus tôt possible les risques d'hospitalisation. Et ça ne peut se faire qu'avec un suivi régulier, avec de la prévention, avec de la présence, et avec un dispositif de care management, ou en cas de présence auprès des personnes qui sont en train de devenir dépendantes ou qui sont déjà, pour prévenir tous les risques. Et donc, indirectement, la mutuelle s'y retrouve économiquement par ce biais. Et pour l'instant, les mutuelles, elles vous disent quoi? Elles sont plutôt optimistes, plutôt favorables, ou elles disent on va voir, il faut calculer si c'est rentable. On en est C'est où? tout. Quand tu parles de mutuelles, en fait, tu parles à des ensembles qui sont très disparates. Tu as des petites mutuelles régionales avec quelques dizaines de milliers d'adhérents qui, de toute façon, n'ont pas les moyens de mettre en place du care management en interne, qui, si elles souhaitent le faire, parce qu'elles ont des populations qui en ont besoin, elles vont être obligées de sous-traiter. Et puis, tu as les gros mastodontes de la mutuelle en France qui soit ne s'y intéressent pas parce que c'est pas encore remonté auprès de leur conseil d'administration, soit sont déjà impliqués et en deux coups de cuillère à peau, j'exagère à peine, sont capables de te mettre 5000 personnes qui travaillent sur le sujet. Après, les mutuelles, je travaillais beaucoup avant avec les mutuelles quand j'étais dans un gros groupe. Et c'est vrai que bah, voilà, je te rejoins complètement. Ils font des économies dessus. Et puis, c'est une plus-value aussi pour leur image. C'est-à-dire Bien que sûr. quand on vend un service et puis qu'on dit si vous avez un accident de la vie, si vous accouchez, etc., on peut vous mettre quelqu'un pour accompagner les autres enfants à l'école. On peut venir faire votre ménage si vous êtes plâtré, etc. Du coup, c'est des services complémentaires. Voilà, vous avez un aidant qui est fragilisé. On peut effectivement vous mettre en relation, etc. Donc, eux, c'est leur image aussi. C'est des services complémentaires. Et puis, c'est effectivement des durées d'hospitalisation qui sont beaucoup plus courtes, voire évitées s'il y a un service de prévention a priori ou si on trouve des solutions pour du maintien à domicile stabilisé, quoi. Donc, effectivement, ils gagnent de l'argent et puis c'est toujours positif d'avoir un panel, enfin une offre plus élargie.
On arrive à la fin. Manuel, un truc à rajouter? Là, tout de suite, pas. Ok, d'accord. Olivier, Thomas. Je garde ma place pour le dernier tour. Et c'était le dernier, d'accord. Donc, on fera une émission 3, d'accord. Olivier, D'accord. Thomas. On parle de care management, on parle de relations avec des clients, des bénéficiaires, des patients. On essaye de donner une définition de ce qu'on peut faire, mais on a bien compris, enfin moi j'ai bien compris qu'on ne pouvait pas tout faire tout seul. Je crois que le care manager, il est là. Chacun a ses compétences différentes, chacun a sa façon de penser différemment, et c'est ce qui peut apporter une réponse globale aux besoins des gens. Pas forcément d'avoir une réponse commerciale, mais une réponse technique qui apporte une plus-value vis-à-vis des gens. Véronique, tu veux faire une conclusion sur ce que tu veux, le modèle économique, j'imagine, mais ouais. Non, peut-être que finalement, on parle assez peu des systèmes d'information et du partage d'informations quand on parle du care manager. Émission numéro 3. Voilà, c'est ça. Parce que Voilà. non, mais c'est très structurant. Et Ouais. donc, selon ce qu'on va dire sur la position des acteurs publics, la position des acteurs privés, la position des mutuelles, la position des ARS avec les fameuses DAC, là, dispositifs d'appui à la coordination, tout ça va être très structurant. Et donc, derrière les systèmes d'information, et ce sera intéressant de voir est-ce que le système d'information va venir impacter l'organisation des care managers et l'inverse également. Et donc, c'est possible qu'on puisse avoir, d'aborder ce sujet sous l'angle des systèmes d'info, ça peut être intéressant. Je vous remercie. On arrête là. Donc, pour ceux qui nous écoutent, puis pour vous aussi, pour aller plus loin, il y a l'émission numéro 1 du Care Manager. Vous avez vu, on a fait 250 vues sur YouTube, plus le reste, les impressions, etc. Donc, on va essayer de battre le record. Et il y a une autre émission qui est intéressante, qui est sur le parcours autonomie à G2R, où il y a My Autonomie, justement, le système d'information. Il y a comment j'appelle, Marguerite Service, Victor, des autonomies planeurs, et puis j'en oublie un. My Autonomie qui fait le système mais j'en oublie, j'oublie quelqu'un. Bon, je vais me faire engueuler, c'est pas grave. On arrive à la fin de l'émission. Merci à toutes, merci à tous. Merci. Merci, Baudou. À bientôt. Merci à tous. À Bon bientôt. courage à tous. À bientôt. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir.